Bonjour à toutes et à tous, c'est David, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les numéros 33 et 37 d'une collection dont je vous avais dit à l'époque que je n'achèterais sans doute que 3 ou 4 numéros. C'est dire si j'ai de la volonté, blague à part, c'est dire si cette collection m'aura passionné, alors je suis loin d'avoir tous les numéros, en témoigne le fait qu'on se passe de 33 à 37, je dois en avoir un peu plus de 20 dans ma bibliothèque et c'est vrai que c'est une collection que j'apprécie beaucoup et même si mes achats se raréfient un petit peu, j'en achète un petit peu moins souvent, ça reste une collection que j'aime suivre et dont je suis très heureux de vous présenter deux numéros. Le numéro 33, il est sorti il y a quelques semaines, les Guélurons, et le 37, c'est très récent. Alors très récent évidemment pour les personnes qui regardent cette vidéo à la date où je la sors, c'est-à-dire le mercredi 25 mai. D'ailleurs, si vous êtes en train de la regarder dans les premiers jours, je vous souhaite un très très beau week-end de l'Ascension, et si vous avez la chance de faire le pont, profitez-en bien. C'est donc deux numéros que j'avais envie d'avoir, mais au milieu, il y en a trois que j'ai pas pris. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris? Je vais essayer de vous l'expliquer relativement brièvement. Le numéro 34, après les Guélurons de Stevenson, c'était Avant Adam, de Jack London. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, puisque vous le savez peut-être, sinon vous allez l'apprendre, j'enseigne l'histoire, c'est ça mon métier, et Avant Adam, ça se passe très 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 longtemps avant notre ère, c'est vraiment avant Adam, comme vous le savez, Adam dans la Bible, le premier homme, donc ça se passe avant les origines du monde. Et ça peut vraiment peut-être sembler paradoxal, mais pour un prof d'histoire, mais c'est vrai que pour moi, la préhistoire, c'est une période qui ne m'intéresse pas du tout. J'ai du mal à me passionner, enfin pas du tout, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai vraiment du mal à me passionner pour tout ce qui s'est passé il y a 10 000, 100 000, ou voire des millions d'années. Alors les dinosaures, c'est encore autre chose, ça m'intéresse un peu plus, mais c'est vrai que tout ce qui est préhistoire, homme préhistorique, c'est quelque chose qui me parle un peu moins que le reste des périodes historiques qui me passionnent beaucoup. Donc comme j'ai vu que ce roman tendait de ce côté-là, ben, je vous avoue que je ne l'ai pas pris. Maintenant, si vous l'avez lu, qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ne demande qu'à me tromper et à le découvrir, mais c'est vrai qu'encore une fois, il faut rappeler, c'est pas hors de prix, mais quand même 12 euros par livre, ça implique une réflexion, et personnellement, passer là le numéro 20, 25, où j'ai quand même la plupart des titres que je voulais absolument, absolument, à part le cycle de Mars de Rice Burroughs dont on a parlé déjà quelques fois, mais j'ai vraiment la plupart des livres que je voulais vraiment, donc là maintenant on va dire que je fonctionne quand même plus au coup de cœur. Donc je n'ai pas pris Avant Adam. Le numéro 35, c'était les aventures d'Arthur Gordon Pym, d'Edgar Allan Poe. Alors je vous rappelle, j'ai dit que je faisais une pause dans Edgar Allan Poe, puisque j'en ai déjà trois à la maison que je n'ai pas lu. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il est vrai que la traduction de Baudelaire fait un peu polémique, ce n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, les traductions de Baudelaire sont parfois un peu décriées dans le sens où elles seraient un petit peu réverbatives, un petit peu ennuyantes et pas forcément très fluides à lire. Donc je me suis dit, plutôt que d'en acheter un quatrième, je vais d'abord lire les trois premiers. Si ça me plaît, eh ben, je pourrais toujours me le procurer sur des sites comme macollection.fr ou journaux.fr. Et si vraiment j'ai du mal, eh ben, j'achèterai des traductions plus récentes d'autres traducteurs que Baudelaire. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pris le 35. En revanche, le numéro 36, c'était Quand le dormeur s'éveillera d'H.G. Wells, et celui-là, j'avais vraiment prévu de l'acheter. Malheureusement, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, et je crois que c'est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous. Je le vois dans le groupe Facebook, la crypte des maîtres du fantastique, ou les amis des ouvrages de presse. Je vois que beaucoup de gens ont parfois ce problème-là. Moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Mon revendeur ne l'a tout simplement pas reçu. Ça m'était déjà arrivé pour le numéro 10, Les Montagnes Hallucinées. J'avais eu de la chance d'aller sur Paris quelques semaines plus tard pour ma formation en région parisienne, et j'ai pu trouver dans une librairie le numéro 10, mais il n'est jamais paru chez moi. Et là, c'est pareil pour le numéro 36. Je n'ai jamais vu Quand le dormeur s'éveillera d'H.G. Wells chez mon revendeur. Alors, c'est vrai que c'est une histoire qui me plaisait beaucoup, cet homme qui s'endort, qui sombre dans un sommeil profond, une sorte de coma, et qui va se réveiller des décennies plus tard dans un monde complètement chamboulé par la technologie. J'avais vraiment envie de découvrir ce que ça pouvait donner, mais malheureusement, encore une fois, c'est un numéro qui n'est jamais arrivé jusque chez moi. Et bon, après, comme je vous l'ai dit aussi dans la dernière vidéo, H.G. Wells, j'en ai plein à la maison, j'en ai pas lu non plus, et je me dis, il faudrait quand même que je sois sûr d'adhérer au style de l'auteur avant d'en racheter plein d'autres. Donc quelque part, c'est une petite déception, c'est pas un roman que je voulais absolument, mais c'est vrai que, un petit peu à l'image d'autres romans qu'il a pu faire que je n'ai pas pris, comme La guerre dans les airs, si je dis pas de bêtises, qui me tentait aussi pas mal, bon finalement, c'est une petite impasse, mais c'est comme ça. Aujourd'hui donc, numéro 33 et 37, après cette introduction que je vous avais promis courte et qui a duré plus de 4 minutes, on va pouvoir passer donc au Guéluron de Stevenson. Alors Stevenson, faut-il le rappeler, c'est l'auteur de L'incroyable histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde, qui est sans doute son histoire la plus célèbre. Si vous vous souvenez bien, eh bien je ne l'avais pas acheté celui-ci, pour la simple et bonne raison que je l'ai à la maison en édition poche. Alors j'aime bien, on va dire, tout ce qui est
tradition, enfin, j'aime bien, comment dire, j'aime pas la routine. La routine, c'est quelque chose qui peut être assez effrayant dans le quotidien, mais j'aime bien avoir des petites traditions tout au long de l'année. Ça peut être regarder des téléfilms de Noël avant les fêtes. J'ai des films que je regarde tous les ans à Noël. Ça peut être faire un grand repas de famille pour la fête de Pâques, etc. Et au moment d'Halloween, eh ben, j'aime bien regarder des films qui font peur, des films d'horreur. J'aime bien lire des romans un peu horrifiques et j'aime bien aussi faire des jeux vidéo dans ce thème-là. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de petites traditions. Je serais curieux de savoir si vous aussi, vous avez des périodes de l'année où vous faites des choses un petit peu spéciales. Ça peut avoir du sens, hein, comme je vous le dis, bah, regarder des films d'horreur pour Halloween ou des téléfilms de Noël à Noël, c'est pas déconnant. Maintenant, j'ai d'autres habitudes qui peuvent paraître plus bizarres, comme regarder des films d'animation DC Comics au mois de juillet. J'ai commencé au mois de juillet 2012 par hasard à en regarder en DVD, en Blu-ray. Et là, en fait, j'en achète tout au long de l'année. Je les regarde qu'en juillet. Vous voyez, on a tous des petites habitudes bizarres et je serais curieux de savoir les vôtres. Et donc, bref, encore une longue introduction pour vous dire que j'avais acheté, du coup, l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde pour Halloween 2019, si je dis pas de bêtises, en roman poche à 1,90 €. Et je l'avais lu à ce moment-là, et bah, je dois bien vous dire que j'avais pas été forcément transcendé. Alors forcément, l'histoire, on la connaît tous, donc on peut pas dire que l'histoire m'est complètement bouleversé, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus épique, et du coup, ça m'avait laissé un peu sur ma faim. Alors, je n'ai pas acheté le roman du coup à 12,99, encore une fois, parce qu'en début de collection, en plus, j'étais dans l'optique d'être loin d'acheter tous les numéros. Je pensais pas en acheter autant, et je me disais que c'était quand même dommage d'acheter des livres que j'ai déjà. Ça a été le cas aussi du numéro 2, hein, je vous rappelle. Moi, j'ai attaqué directement le 1 puis le 3 parce que c'était Frankenstein de Mary Shelley que j'ai aussi en édition poche. Donc, j'ai redonné sa chance à Stevenson avec les Guélurons. J'ai hésité un temps, je me demandais si j'allais le prendre. Et je me suis dit, allez, David, tu as aucun Stevenson dans la collection, au moins tu en auras un et ça te permettra de lire autre chose. Parce qu'après, j'ai presque regretté de ne pas avoir pris le livre sur Jekyll et Hyde, puisque je crois qu'à l'intérieur, il y avait plein d'autres nouvelles. Et là, c'est vrai que cette histoire des Guélurons m'a beaucoup intéressé. Alors, il faut savoir que Stevenson était un passionné des îles. Il est d'ailleurs mort aux îles Samoa, un magnifique archipel du Pacifique que les amateurs de rugby connaissent sûrement parce qu'ils ont une équipe nationale très forte. Et c'est vrai que il a beaucoup écrit sur les îles, et là, notamment cette histoire, elle va se passer sur une île fictive, qui est en fait une île qu'il a connue, une île d'Écosse. Donc, il va lui donner un autre nom, c'est ce qui va faire que c'est une île fictive, mais en fait, elle raconte, quand il était jeune, il a accompagné son père qui a supervisé la construction d'un phare sur une petite île d'Écosse. Et Stevenson, c'est une période qui va le marquer énormément. Et donc, cette histoire, ça va être l'histoire d'un homme qui va rentrer chez lui et euh, qui va aller rencontrer, sur cette île une personne qui va devenir folle dès que la tempête va se déchaîner sur l'île. Et on va vite entreapercevoir une histoire de fantômes, de la mer, de bateaux. Alors, c'est quelque chose, moi, qui me fascine assez, c'est assez dingue, parce que vous voyez tout ce qui se passe sous l'eau. Je vous l'ai dit, hein, quand je vous ai présenté Le Monde perdu sous la mer, c'est vraiment pas ma passion. Je suis pas passionné des histoires sous-marines, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, par exemple. Même si, encore une fois, je vous ai dit, moi, le style de Jules Verne, ça peut paraître hyper présomptueux de dire ça, mais le style de Jules Verne, on va dire que c'est pas celui que je préfère. Donc 20 000 lieues sous les mers, ça m'intéresse pas des masses. Mais là, ces histoires bah, je sais pas, de phares perdus, de fantômes marins, sont des choses que je trouve vraiment, vraiment intéressantes. Enfin, je sais pas, ça me fascine, et du coup, c'est pour ça que j'ai acheté les Guélurons. Je me suis dit, bon, allez, ça va me permettre de découvrir Stevenson autrement, et surtout d'avoir ces histoires qui ont l'air vraiment hyper intéressantes. Alors, ça fait qu'une cinquantaine de pages, hein, les Guélurons. Vous avez aussi d'autres histoires. Vous avez notamment L'île des Voix, qui est une histoire assez sympathique, qui fait une vingtaine de pages, mais qui raconte l'histoire d'un sorcier sur une île du Pacifique, qui, bien qu'il ne fasse rien de la journée, est extrêmement riche. Et on va découvrir que grâce à un sort, il arrive à aller sur une autre île où les coquillages se transforment en pièces d'or, et il va faire fortune avec ça. On a aussi la plage de Falesa, qui est une histoire très très intéressante sur un homme qui arrive sur une île. On va le marier de force à une jeune femme, et on va se rendre compte que la personne qui l'a marié de force, en fait, c'était pas quelqu'un de bien, mais il va tomber amoureux quand même de la jeune femme avec qui il a été marié de force, et ils vont essayer de s'extirper un petit peu des griffes de ce personnage. Et vous avez ensuite la toute dernière histoire, Will Dumoulin. Alors, si vous connaissez Henry James, hein, qui est une personnalité historique hautement intéressante dans le monde de la culture, a dit que c'était pour lui l'une des plus belles histoires qu'il ait pu jamais lire sur le sens, on va dire, du retrait du monde. Will Dumoulin, ça raconte l'histoire d'un homme qui a décidé de vivre en dehors de la société, de s'épanouir seul, un peu comme un ermite.
et c'est assez passionnant. Stevenson, il est mort assez jeune, hein, il est mort à 44 ans d'un AVC sur les îles Samoa, pas très loin d'Apia, la capitale, et lors de ses obsèques, 400 personnes se sont relayées pour porter son cercueil, tellement il était populaire dans cette région du monde, et son amour pour les îles transparaît vraiment dans les Guélurons et dans ses autres histoires. Alors, à vous de voir si vous vous sentez l'âme d'un marin perdu ou l'âme d'un insulaire qui a envie d'en savoir plus sur les îles. Mais personnellement, après un temps d'hésitation, je suis hyper heureux d'avoir ce numéro. Une Odyssée martienne, toute une histoire également hein, de Stanley J. Weinbaum. Alors malheureusement pour lui, Stanley J. Weinbaum est mort très jeune, à 33 ans. Il est mort d'un cancer. Et il a une carrière d'écrivain relativement courte, mais une carrière à succès, rien à voir avec Lovecraft, dont je vous rappelle qu'il a été célèbre uniquement après sa mort. Weinbaum, lui, sa nouvelle la plus célèbre, dont Isaac Asimov, le grand Isaac Asimov, disait qu'elle était l'une des 3 histoires qui auront changé fondamentalement la face de la science-fiction à tout jamais, c'est une Odyssée martienne. Il l'a écrit seulement 18 mois avant sa mort, et ça raconte l'histoire donc de Dick Jarvis, qui est un humain qui va aller visiter la planète Mars. Et sur la planète Mars, il va découvrir un martien qui s'appelle Touille. Et qu'est-ce qui fait que cette histoire martienne, elle est à ce point incroyable, alors qu'en fait, hein, si vous regardez bien, elle fait une trentaine de pages à tout casser. Touille, c'est un extraterrestre qui a une forme d'autruche, comme vous le voyez ici, sur cette illustration. Et en fait, qu'est-ce qui fait que ça révolutionne la science-fiction? Ça peut paraître assez fou pour cette histoire écrite en 1934. Eh bien, c'est que c'est la première fois vraiment que dans une histoire de science-fiction, on tombe sur un martien difforme qui ne ressemble pas à un être humain, mais qui est gentil. Ce martien amical va aider Dick Jarvis dans toute son odyssée. Il va lui faire découvrir Mars. Il va être extrêmement ouvert, attentif à la personne qui vient le visiter. Et du coup, c'est quelque chose d'assez légendaire. C'est pour ça que j'ai hésité à me le prendre au début, parce que honnêtement, je ne vais pas vous le mentir, Weinbaum, j'en avais quasiment jamais entendu parler, vaguement. Et je me suis dit, bon, j'ai très envie de lire le cycle de Mars de Rice Burroughs, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Et je me suis dit, tiens, une autre histoire martienne, ça peut être sympa, j'hésite. Et en fait, quand je me suis renseigné et que j'ai vu à quel point cette histoire d'une trentaine de pages avait révolutionné la science-fiction et que tout le monde le citait comme un des plus grands classiques de tous les temps. Excusez-moi, petite pause dans la vidéo, figurez-vous que mon téléphone fixe a sonné et du coup ça m'a un petit peu interrompu. Je clôture donc cette vidéo rapidement en vous disant qu'effectivement c'est un roman que j'hésitais à acheter, mais quand j'ai vu l'impact qu'il avait, quand je me suis renseigné sur internet et que j'ai vu le nombre de personnes, alors dont évidemment Asimov est sans doute la personne la plus célèbre, mais le nombre d'anonymes qui disaient combien ce roman avait révolutionné la science-fiction, je me suis dit que je ne pouvais pas passer à côté. Et c'est vrai que cette histoire de martien gentil, c'est quelque chose d'assez hors du commun, hein. À chaque fois qu'on écrit, enfin la guerre des mondes, hein, on est sans doute le meilleur exemple, mais à chaque fois qu'on parlait d'aliens dans la littérature de l'époque, ils étaient forcément méchants. Et là on se retrouve avec Touille, donc ce martien qui est finalement gentil, et dont l'histoire a visiblement changé la face de la science-fiction. Et c'est pas la seule histoire que vous avez à l'intérieur, puisque vous avez tout un tas d'autres nouvelles. Vous avez donc notamment La Vallée des Rêves, Planète Parasite, Le Mangeur de Lotus, Au bord de l'infini, L'île de Portée, Le Cercle de Zéro, Adaptation ultime. Il y a en fait, j'ai découvert aussi en préparant cette vidéo, puisque comme je vous le disais, je ne vais pas vous mentir, je connaissais pas très bien Weinbaum, et en fait j'ai découvert qu'il y avait ce fameux système solaire de Weinbaum, puisqu'il a écrit 9 histoires, d'ailleurs 10, puisqu'il est mort malheureusement avant la fin de la 10e, que sa sœur a fini d'écrire pour lui. Il a écrit tout plein d'histoires sur le système solaire. Vous avez notamment l'histoire de Vénus, là, dans ce roman. Et c'est vrai que du coup, c'est assez fascinant de voir la connaissance scientifique qu'il pouvait avoir pour l'époque de ces planètes et comment il a pu transporter ça, transposer ça de manière romancée. Alors, j'en profite d'ailleurs pour vous dire que il a tellement marqué l'histoire de la science-fiction qu'un cratère de Mars s'appelle Weinbaum en son honneur, c'est dire. Voilà donc pour ces numéros 33 et 37, et je vais vous donner rendez-vous très bientôt je pense, parce que le numéro 38 c'est La Poupée Sanglante de Gaston Leroux. Je n'ai aucun livre de Gaston Leroux dans ma collection, et quand je me suis renseigné sur La Poupée Sanglante, ça m'a bien fait envie, donc j'espère vous le présenter très très bientôt.
Et puis sans doute dans les numéros suivants, on devrait avoir la suite de La Princesse de Mars, et comme vous le savez, ce segment de Rice Burroughs, j'ai vraiment très envie de le lire. Voilà une vidéo assez longue, hein, un petit peu comme à l'accoutumée au début mes présentations de romans, elles faisaient 5-6 minutes, et là on tend plus vers le quart d'heure. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de choses à dire parce que ça me passionne. J'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker, à partager la vidéo et à la diffuser un petit peu partout autour de vous, parce que c'est vraiment comme ça que vous pourrez m'aider le plus possible. Voilà, je vous remercie énormément, je vous souhaite une très belle journée, encore bon week-end de l'Ascension pour ceux qui regarderont cette vidéo lors de sa sortie, et du coup, si vous la regardez pendant ce week-end de l'Ascension, il y a des chances que l'Odyssée martienne soit présente dans votre hypermarché, ou si votre marchand de journaux continue la collection, donc ça peut être l'occasion aussi, c'est pour ça que j'ai sorti la vidéo relativement vite en me disant que vous pourrez la trouver, et si vous ne le trouvez pas, ben vous trouverez la poupée sanglante de Leroux, et ce sera quand même pas mal. Voilà, je vous souhaite à tous encore une fois un bon week-end, je vous remercie de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt. Merci.